Bienvenue à cette formation de la France Insoumise consacrée à l'enseignement supérieur et à la recherche. Donc, je me présente, je suis Vital Schwartz, membre du groupe thématique d'enseignement supérieur et recherche de la France Insoumise. Donc, moi, je présenterai une partie introductive qui est un rappel historique des différentes réformes concernant l'enseignement supérieur et la recherche de ces 20 dernières années. Cette partie historique permettra de contextualiser au niveau français les propos de Patricia, qui s'intéressera à l'enseignement supérieur et à la recherche au niveau international, les dynamiques de ces 40 dernières années, la constitution d'espace d'enseignement de l'enseignement supérieur et la compétition instaurée. Et ça permettra aussi de comprendre les propos d'Hentrick, qui s'intéressera, lui, aux conséquences, alors, à la fois des réformes de ces 20 dernières années et de la mise en place de ce système international que Patricia aura décrit. Donc, les conséquences pour les établissements, pour les personnels, pour les institutions. Donc, je vais faire un rappel, je vais expliquer très succinctement les réformes de ces 20 dernières années. Donc, des réformes prises en commun par la droite et par la gauche socialiste. Donc, il y a une continuité, une cohérence des 20 dernières années. Et vu qu'on retrouve dans les cabinets d'Emmanuel Macron et de Frédérique Vidal des personnes qui étaient déjà dans les cabinets de François Fillon, de Valérie Pécresse ou de Manuel Valls, on retrouve par conséquent cette même continuité et cette même cohérence sous Macron. Et donc, Macron n'est pas la rupture qu'il dit être par rapport à l'ancien monde. En fait, il est complètement dans la continuité des réformes et des politiques qui sont menées depuis ces 20 dernières années. Donc, la première réforme, l'acte fondateur plutôt, c'est le processus de Bologne. Donc, Bologne, c'est une ville en Italie où en 1999 s'est réuni des responsables d'universités et des différents ministères de quasiment tous les pays européens et qui ont initié la construction d'un espace européen de l'enseignement supérieur, de favoriser la mobilité étudiante et d'harmoniser les systèmes d'enseignement des différents pays, donc les harmoniser entre eux. Et par ailleurs, ils avaient aussi comme objectif que le contenu des enseignements se rapproche des besoins des entreprises. Donc, en 3 lignes du processus de Bologne est prise en France la réforme licence master doctorat, dite LMT. Donc, cette réforme crée une architecture Bac plus 3, Bac plus 5, Bac plus 8, qui change de l'architecture classique en France, qui était Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5, Bac plus 8. Ce changement entraîne aussi, dans le cas français, à une atténuation, pour ne pas dire une quasi-disparition du cadrage national des diplômes, du cadre national des diplômes. Donc, ce cadre disparaît. Le ministère définit beaucoup moins le contenu des diplômes, définit beaucoup moins les unités d'enseignement qui doivent y être, et les universités ont une plus grande marge de manœuvre pour définir leurs diplômes. Donc, on commence à avoir une différenciation entre universités. Et vu que les universités commencent à se différencier au niveau des diplômes, il est instauré le supplément au diplôme qui apporte sa formation complémentaire sur le diplôme, notamment dans quelle langue a été suffi, la liste des unités d'enseignement, les stages qui ont pu être faits. Et donc, on vise à donner à ce que le diplôme ne soit plus, ne garantisse plus un niveau de qualification donné, reconnu par les conventions collectives ou par les statuts de la fonction publique, mais soit une position individuelle, soit des certifications individuelles. Et donc là, on voit bien qu'une attaque au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau des diplômes, est en fait une attaque contre le droit des salariés. Donc la réforme suivante est la loi de programmation de la recherche de 2006. Donc cette loi de programmation, ne pas confondre avec celle de 2020, crée deux institutions qui est l'Agence nationale de la recherche et l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Donc,
l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, vise à financer la recherche publique, mais en changeant de paradigme. Jusqu'en 2006, l'État finançait la recherche sur des fonds pérennes, sur des fonds récurrents. L'ANR introduit le financement sur projet. Donc, ça signifie que les chercheurs et les enseignants-chercheurs doivent monter un projet de recherche scientifique, doivent justifier des innovations possibles, doivent justifier des résultats qu'ils sont censés avoir et qu'ils sont censés trouver. Donc, c'est un système un peu bizarre. Et Henrik le détaillera plus en détail les conséquences. Et l'autre création est la création de l'Agence d'évaluation de recherche de l'enseignement scientifique, qui en 2013 a été transformée en Haut Conseil pour l'évaluation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'enseignement supérieur, HCERS. Donc, cette agence évalue les établissements, les laboratoires, les composantes, et notamment sur des critères bibliométriques, c'est-à-dire dans combien d'articles ont publié les chercheurs, dans combien de revues, dans quel type de revues, est-ce que ce sont des revues prestigieuses, est-ce que les articles ont été cités. Voilà, donc cette mesure bibliométrique de la recherche, cette évaluation bibliométrique entraîne un certain nombre de vices, un système qui entraîne notamment des problèmes de malhonnêteté scientifique. Alors, ça peut aller à de mauvaises pratiques en termes de publication d'articles, mais ça peut aller jusqu'à la fraude. Mais Henrik, il en parlera plus que moi. Il détaillera plus que moi les problèmes que cette évaluation bibliométrique entraîne. Donc, la loi suivante est la loi relative aux libertés et responsabilités des universités, loi LRU, loi qui a été portée par Valérie Pécresse, ministre de l'Enseignement supérieur de Nicolas Sarkozy et François Fillon. Cette loi structure encore aujourd'hui l'enseignement supérieur et la recherche et est sans doute la loi la plus importante dans celle que je liste ici. Cette loi transfère en fait un certain nombre de charges de l'État vers les universités et transfère quel type de charges, notamment les salaires et l'immobilier. Jusqu'en 2007, c'était l'État qui payait directement les personnels des universités. À partir de 2007, ça a été les universités qui ont récupéré cette compétence de payer. De même, l'immobilier est transféré. En échange de cette charge supplémentaire, l'État donne aux universités des subventions pour charges de services publics, sauf que ces subventions, au fil des années, augmentaient moins vite, voire parfois pouvaient diminuer, que par rapport au salaire, lié notamment à cette vue de la fonction publique. Et donc, cette divergence font que les universités se retrouvent sur le sou. Et alors, la LRE a prévu des dispositifs pour récupérer de l'argent, notamment via les fondations. Donc, les fondations sont des types d'associations où des mécènes, notamment des anciens étudiants, donnent et qui financent directement ou indirectement les établissements. En plus de cela, la LRE encourage aussi la valorisation de l'immobilier, donc notamment de pouvoir louer au privé des salles, des colloques, des salles pour des colloques, des amphis pour des événements dans l'entreprise privée, ou de louer des parties, ou de permettre l'occupation de certaines parties du domaine public des universités pour des commerces, notamment par exemple la restauration. Voilà, la LRU l'encourage. Le problème, c'est que pour l'instant, ça n'a pas été très efficace. La loi, après, donc une loi qui a été portée par Geneviève Fioraso en 2013, loi Fioraso, encourageait notamment les rapprochements entre universités, alors selon trois modalités. Donc, il y a la modalité de fusion pure et simple. Il y a la modalité de rapprochement en créant un établissement qui est censé mutualiser un peu les moyens des différents établissements, qui a été les communes. Et le troisième qui sont les conventions passées entre établissements, il est plus léger.
les communes, en fait, étaient des systèmes complètement byzantins auxquels personne n'y comprenait rien et qui se sont effondrés sur elles-mêmes, sous le poids de leur propre construction. Et par conséquent, voilà. Il faut savoir que la loi Fioraso s'inscrivait dans une dynamique initiée par la loi de programmation de la recherche. La loi de programmation de la recherche avait créé les presses, donc les pôles régionaux d'enseignement supérieur, pôle de recherche et d'enseignement supérieur, excusez-moi, et la LRU avait permis aux universités de fusionner plus facilement. La loi Fioraso s'inscrit dans cette dynamique que Frédéric Vidal reprendra en 2018, j'y reviendrai. Et donc, la dernière grande mesure du gouvernement socialiste, c'était la sélection master, qui est à la fois un report et une généralisation des pratiques qu'il pouvait y avoir avant au niveau du master 2, sauf que là, c'est au niveau du master 1. Donc, tous les masters se retrouvent sélectifs, et l'idée qu'il y a derrière, c'est qu'il y a trop d'étudiants en master, et il n'y en a pas assez qui sortent avec un bac plus 3 pour aller se faire embaucher comme technicien. Ça, c'est une revendication du MEDEF. Le MEDEF trouve qu'il n'y a pas assez de techniciens, qu'il n'y a pas assez de bac plus 3, mais qu'il y a trop de bac plus 5. Et donc, au lieu d'augmenter le nombre d'étudiants en licence, on réduit le nombre d'étudiants en master. Et donc, voilà, c'est une revendication du MEDEF qui leur permet de payer moins les salariés sur les postes de techniciens. Et voilà. Et donc, en partant en 3 lignes par rapport à ce que je viens de dire, il y a la réforme de 2018, donc la réforme Parcoursup, à travers la loi orientation et réussite des étudiants, la loi ORE, mais qui est une réforme beaucoup plus vaste, qui s'inscrit dans ce qu'on appelle le plan étudiant, qui notamment où il y a notamment l'arrêté licence, où il y a l'arrêté licence professionnelle, où il y a la réforme de la première année de santé. En fait, toutes ces réformes visent donc non seulement à sélectionner à l'entrée, mais aussi, je veux dire, à assigner. Parcoursup, ce n'est pas uniquement une plateforme de sélection, c'est une plateforme d'assignation. C'est les bacs pro doivent aller en PTS, les bacs techno doivent aller en TUT. Et ces réformes, alors il y a plusieurs points en plus de la sélection. Il y a notamment le fait qu'on peut beaucoup plus facilement virer les étudiants en cours de formation et les étudiants qui ne peuvent pas poursuivre auxquels on refuse de poursuivre leur cursus ou de pouvoir redoubler, on les fait sortir en leur accordant une attestation, en leur disant, vous avez validé tel ou tel bloc de connaissances et compétences, qui est une innovation des arrêtés que j'ai cités précédemment, et qu'en fait, cette attestation ne valait rien, mais on leur dit, allez sur le marché du travail, vous trouverez le travail que vous pourrez avec ça. Et il y a aussi, en fait, l'idée, dans les réformes d'arrêté de licence professionnelle, en fait, aussi de rapprocher encore plus les formations des entreprises et de pousser encore plus d'étudiants à sortir dès le bac plus 3 pour aller se faire embaucher comme technicien. Ce que je disais tout à l'heure, une demande du MEDEF, d'avoir moins de bac plus 5 et plus de bac plus 3. Il y a donc, comme je le disais, une grande réforme, ça a été les établissements expérimentaux. Donc, ces établissements sont permis par une ordonnance. Je ne vais pas revenir sur la procédure de l'ordonnance, sur le fait que ça a été pris plus ou moins en catimini et que ça a été plus ou moins fait pour contourner le Conseil constitutionnel. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques, mais voilà, il y a une ordonnance qui permet des établissements expérimentaux. KESACO. Ces établissements expérimentaux donc, sont des établissements qui peuvent être créés dans le cadre de fusion, et ce sont des établissements qui dérogent à la règle commune, aux règles communes. Par exemple, la composition des conseils. Il y a beaucoup moins de membres élus, des personnels, des étudiants, etc. Le pouvoir du président peut être renforcé. Le mode d'élection du président peut changer par rapport aux droits communs. Les filiales de droit privé que peuvent créer les universités peuvent être créées plus facilement. Donc, il y a toute une série de dispositions qui rapprochent ces établissements du privé et qui, par ailleurs, diminuent la démocratie en leur sein. Donc, c'est un peu un condensé de toutes les réformes de ces dernières années. Donc, il y a en 2019
Bienvenue, le plan Bienvenue en France. Alors, c'est un plan, c'est une antiphrase, parce que la mesure principale de ce plan, c'était que les étudiants extracommunautaires payent des frais d'inscription plus élevés que les étudiants nationaux, et que par conséquent, voilà. Et par exemple, les étudiants en licence, étudiants extracommunautaires, donc ressortissants d'un pays qui n'appartient pas à l'Union européenne, payent maintenant 2 700 € en licence, 3 700 en master. Et par ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'en France qu'on fait ça. Ça a été initié en 2014 sous le gouvernement socialiste, pour les étudiants de Mines Télécom. Voilà. Et il faut savoir que c'est une mesure xénophobe, c'est une mesure qui vise en fait à attirer les étudiants des pays est-asiatiques ou les étudiants à binational arabique qu'on considère comme pouvant se payer des frais d'inscription, contrairement aux étudiants étrangers venant de pays issus de nos anciennes colonies, qui constituaient jusqu'à maintenant la grande majorité des étudiants extracommunautaires. Et par rapport, ce que je sais par rapport à l'IMT, il faut voir qu'en fait, c'est généralement la première étape de hausse des frais d'inscription. Les instituts Mines Télécom l'ont d'abord augmenté pour les étudiants extracommunautaires, puis l'ont augmenté pour l'ensemble des étudiants. Et au Royaume-Uni, ça a commencé par augmenter sous Thatcher, pour les étudiants extracommunautaires, avant que ça soit généralisé pour l'ensemble des étudiants. Donc voilà, c'est la principale mesure. C'est une mesure qui a été prise sous Biden. Et la dernière grande réforme, c'était la loi de programmation de la recherche. Alors, cette loi précarise encore plus les personnels. Entric en parlera de la précarité, mais crée des contrats spécifiques de précarisation, notamment aussi bien pour les personnels de soutien, c'est-à-dire les techniciens, les ingénieurs, les personnels administratifs, dans le cadre qui est appelé les CTI de mission. Donc, c'était des CTI où on peut être viré n'importe quand à partir du moment où la mission se termine. Donc, c'est des CTI qui portent un peu mal leur nom. Et aussi les chers professeurs juniors, où ce sont des contrats de 3 à 6 ans, où le chercheur et l'enseignant-chercheur qui travaille est complètement soumis à la direction de l'établissement et au mentorat dans les laboratoires où il travaille. Donc, voilà, c'est un petit peu ça. Ça, c'était le premier axe. Et le deuxième axe de la programmation de la recherche, c'est les renforcements de l'agence d'évaluation, le Haut Conseil à l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Donc, à la fois un renforcement de ses pouvoirs d'évaluation et aussi le fait qu'il est maintenant doté d'une personnalité morale et que cette personnalité morale lui permet de vendre à l'étranger ses évaluations, et voire même à des établissements français comme le demande la Cour des comptes. Et donc voilà, finalement, cette disposition résume assez bien 20 ans de démantèlement du service public de l'enseignement supérieur de la recherche. En France, on n'a pas de vaccin. Par contre, on a des évaluations bureaucratiques. Voilà. Et sur cette conclusion, je vous laisse à Patricia. Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans le cadre de cette formation, je vais vous parler du contexte européen et international dans lequel s'inscrit l'évolution du paysage français de l'enseignement supérieur et de la recherche, et donc de toutes les réformes néolibérales que nous connaissons depuis tant d'années et qu'on vous a expliquées précédemment. Tout d'abord, quelques mots pour vous dire d'où je parle. Je suis Patricia Paul, enseignant-chercheur à l'université Paris-Est Créteil, à la faculté d'économie et de gestion, et je travaille depuis une trentaine d'années sur les questions des processus d'internationalisation des organisations, en commençant par les firmes multinationales pour aller vers les universités et toutes les institutions qui gravitent autour. Je fais partie du groupe de coordination du livret ESR, après avoir participé à l'organisation d'une journée débat à l'Assemblée nationale, pilotée par la députée de la France Insoumise Sabine Rubin, en collaboration avec le livret ESR, et que nous avions intitulé « Pour une université européenne insoumise », en réaction à la conférence ministérielle du processus de Bologne qui se tenait à Paris en mai 2018. À l'issue de cette journée de débat, nous avons décidé de lancer un réseau international que nous avons appelé l'International des savoirs pour tous,
qui regroupe maintenant environ 350 membres de 35 pays et dont je vous ai mis l'adresse ici, qui vise à décrypter en fait toutes les politiques néolibérales dans le monde, recenser les luttes qui se mettent en place et les alternatives qui existent et également que l'on pourrait développer. Alors, pour vous parler de cette mondialisation néolibérale de l'enseignement supérieur et de la recherche, j'ai opté pour un regard géopolitique depuis les années 80 autour de 5 points. Tout d'abord, face à la souveraineté universitaire et scientifique des États-Unis, l'Europe de la connaissance se structure, et ce, particulièrement depuis les années 80. Dans un contexte de mondialisation néolibérale qui s'accélère dans les années 90 et 2000, générant ainsi des résistances et des luttes à l'échelle planétaire encore fragmentées, ce qui nous amène à réfléchir à de nouvelles solidarités internationales. Alors, face à la souveraineté universitaire et scientifique des États-Unis, je n'ai pas ici pour objectif de vous dresser le paysage nord-américain de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais simplement de revenir aux années 80. Reagan arrive au pouvoir, très forte croissance de la population étudiante aux États-Unis et un État qui se dit qu'il ne va pas continuer à financer cette croissance-là. Et donc Reagan commande un rapport à la Commission nationale de l'excellence sur l'éducation, rapport qui sort en 1983 et qui alarme les États-Unis sur les dangers qu'ils courent s'ils ne font pas des réformes imminentes en matière d'éducation. Car, et je crois que cette phrase est intéressante et importante à lire, la nation américaine tout entière prend des risques si elle ne comprend pas que le savoir, la capacité à apprendre, l'information et l'intelligence sont les nouvelles matières premières du commerce mondial et sont en train de se répandre dans l'ensemble du monde aussi vigoureusement que les médicaments, les engrais synthétiques ou les jeans l'ont fait plus tôt. Alors voilà, là nous rentrons, n'est-ce pas, dans l'ère de la concurrence, tous azimuts, la connaissance, n'est-ce pas, devient une matière première du commerce mondial. Alors quand cela arrive, eh bien, je dirais que notre monde public s'écroule, très clairement. Dans ces cas-là, la mise en concurrence de tous contre tous devient la finalité des gouvernements qui doivent créer les conditions nationales et régionales, on va le voir, de la construction d'un marché mondial de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc, on ne parle plus que de politique publique, d'excellence, de société apprenante, à la Stiglitz, la Learning Society, d'investissement individuel et familial dans le capital humain, ce fameux capital humain qui suppose de former des diplômés qui ont les compétences adaptées à un marché du travail que l'on veut de plus en plus flexible. Donc on est complètement dans ce contexte-là nord-américain et l'Europe suit ça de très près et fait la même analyse et du coup va se structurer à partir des années 80 autour de cette Europe de la connaissance qui va complètement dans le sens aussi 10 années plus tard, de ce que l'OCDE appellera l'économie de la connaissance. Alors, je voudrais vous rappeler quand même que nous avons, comme président de la Commission européenne à cette époque-là, entre 85 et 95, notre cher socialiste Jacques Delors, qui met en place l'acte unique européen et le traité de Maastricht, qui consacre donc ce fameux marché unique, n'est-ce pas, c'est-à-dire cet espace sans frontières dans lequel les biens, les services, les capitaux circulent librement et à l'intérieur duquel, ça c'est la deuxième partie intéressante, les citoyens européens peuvent vivre, travailler, étudier ou faire des affaires librement. Cette idée évidemment que nous allons tous être des citoyens libres d'étudier, des chercheurs libres de bouger et d'aller enseigner là où on veut. Et ceci va donc se structurer autour de ce que les Européens appellent des espaces. Je n'utilise pas le terme marché pour le coup, on est dans un marché unique, mais là on parle de l'espace européen de la recherche et l'espace européen de l'enseignement supérieur. Quelques mots sur l'espace européen de la recherche, qui se structure d'abord à travers ce qu'on appelle le programme cadre de recherche, qu'on a donc, c'était les PCRDT, qui a évolué vers Horizon 2020, et là on est donc sur l'horizon 2030. Et là aussi, je suis obligée de reprendre cette phrase bien connue de la stratégie de Lisbonne 2000-2010, qui a donc été validée par le Conseil européen de mars 2000, où l'Europe a pour objectif de devenir l'économie de la connaissance, la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable, accompagné d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale. Alors, ça a été réajusté pour 2010-2020, on nous a rajouté cette idée d'inclusion, d'une Europe inclusive, puis là, 2020-2030, on nous rajoute de la croissance verte, enfin beaucoup plus de New Deal vert, en tout cas, d'être une Europe plus verte, mais enfin, on est toujours, vous voyez, dans cette dissonance extrêmement forte entre, soi-disant, on veut plus de cohésion sociale, d'inclusion, ou appelons-le comme on veut, mais ce qu'il faut, c'est quand même être compétitif, et on va donc demander
demander à la recherche, évidemment, de se mettre au service de cette compétitivité de l'industrie et des services européens. Du coup, la recherche, dès les années 2000, devient une compétence partagée, non pas uniquement nationale, mais partagée. Donc l'UE a vraiment son mot à dire, et quand même, quand on voit les financements mis sur le programme Horizon 2030, eh bien, on voit bien que c'est une délégation de pouvoir que mettent les États auprès de la Commission, obligeant nos équipes à répondre à des appels à projets sur des objectifs vraiment de recherche appliquée extrêmement clairs et dans lesquels les sciences sociales s'insèrent pour cette compétitivité. On en est vraiment là. Et dans ces cas-là, il va s'agir de faire quoi? Il va s'agir du coup de faire émerger des universités d'excellence, et donc ça veut dire que nos 75 universités qu'on avait en France, elles ne seront pas considérées comme dites d'excellence. Et c'est vrai dans toute l'Europe. L'Europe se dit il faudrait qu'on fasse émerger 80 universités, ou une centaine peut-être, comme les 100 universités nord-américaines dites de recherche intensive. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va quand même nous dire aussi que les universités jouent donc un rôle tout à fait central dans cet espace européen. Ce qui en France a un écho très grand et va avoir une conséquence sur l'enseignement supérieur, puisque vous savez qu'on est dans un monde divisé entre les excellents qui sont supposés être les grandes écoles et puis les autres qui sont les universités, avec quelques-unes un peu meilleures que d'autres, mais enfin globalement ce sont nos grandes écoles qui sont excellentes. Donc là, ça va avoir un impact, je vais le voir tout de suite après, sur l'enseignement supérieur. Donc de cette stratégie-là de Lisbonne a émergé ensuite toutes les lois dont on vous a parlé, avec création de l'ANR et des presses en 2005, les communes en 2012, en passant par la loi LRU. Bon, je ne reprends pas là-dessus. Et ce programme d'investissement d'avenir qui nous a amené à construire de l'excellence partout, des laboratoires d'excellence, des initiatives d'excellence et nos fameuses 10 universités d'excellence de Paris à Saclay, avec les fusions que l'on a connues de la Méditerranée à Lille, etc. Et on voit bien donc qu'on est avec Vidal maintenant dans cette idée d'établissements expérimentaux. Mais expérimental, ça veut dire quoi pour Vidal? Ça veut dire très clairement qui peuvent ne pas respecter les règles de la fonction publique et de la comptabilité publique, et qui nous amènent à réfléchir et à mettre en place ces fameuses chaires tenure track qui sont complètement copiées sur le modèle américain. Alors au niveau donc de l'enseignement supérieur, eh bien on a eu ce programme en 87 au moment de Delors d'ailleurs de mobilité étudiante et enseignante aussi, Erasmus. Bon, moi je dois avouer que je suis arrivée à l'université à ce moment-là, un peu après en 88, et que j'ai trouvé Erasmus assez génial pour monter des coopérations européennes et un peu cette émulation de mobilité très forte à l'époque. Et là aussi il a fallu aller plus loin. Alors Erasmus, c'est la commission qui finance. Et donc là, on voyait les luttes. Or, l'enseignement supérieur reste une compétence nationale. Donc, on voyait un peu les luttes entre la commission et les États. Et lorsque Allègre, ministre donc, de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, lui commande un rapport, cette fois-ci, à Jacques Attali, notre socialiste aussi, Jacques Attali, enfin dit socialiste, qui était le conseiller de Mitterrand aussi, qui a détecté Macron et qui a largement contribué aussi à l'amener au pouvoir. Et il fait un rapport assez intéressant à ce moment-là pour un modèle européen d'enseignement supérieur, où il se rend bien compte donc qu'avec notre dualité école-université, ça ne va pas le faire pour être dans le peloton de tête, n'est-ce pas, de nos universités excellentes. Et donc, il se dit, au niveau national, on n'y arrivera pas, il faut que ça soit au niveau européen. Et donc, il a cette idée, on peut dire à l'époque, franchement assez géniale pour les néolibéraux, avec le ministre allemand qui lui aussi avait commandé un rapport et qui se disait qu'il fallait faire des réformes en Allemagne, italien et britannique. Il lance pour les 800 ans de la Sorbonne, cette fameuse déclaration de la Sorbonne, où on dit la construction européenne a tout récemment effectué des progrès très importants, mais si pertinents que soient ces progrès, ils ne doivent pas nous faire oublier que l'Europe que nous bâtissons n'est pas seulement celle de l'euro, des banques et de l'économie, elle doit être aussi une Europe du savoir. Moi, je dois avouer que quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais voilà, on va construire une Europe du savoir contre l'Europe de l'euro, des banques et de l'économie. Et je me suis impliquée pas mal dans ce processus européen avec cet objectif-là. Bon, je dois vous dire que, évidemment, ce n'est pas ça qui l'a emporté. On voit que l'Europe du savoir, la connaissance, elle est au service de l'euro de plus en plus, des banques et de l'économie. Et, pour exemple, n'est-ce pas, les droits d'inscription pour les étudiants non européens qui ont été mis en place là par la ministre Vidal, donc qui montre bien que le marché est vraiment ouvert. Mais alors on ne parle pas de marché évidemment comme pour l'espace européen de la recherche, on parle d'espace.
hein, cet espace s'est largement élargi à l'espace européen de l'enseignement supérieur, qui élargit et a dépassé les frontières de l'Union européenne pour aller vers celles du Conseil de l'Europe, hein, et donc il y a 47 pays, avec un double objectif, hein. Bologne, c'était un objectif géopolitique, intégrer toutes les économies, les universités, je me trompe, de l'Europe centrale et orientale et de l'ex-Union soviétique pour avancer vers ces sociétés de marché et cette Europe de la connaissance, hein. Clairement, il y a eu cet objectif et c'est ce en quoi le processus de Bologne, je dirais, a vraiment un intérêt, hein, à ce niveau-là. Il a joué un rôle très fort par rapport à son deuxième objectif, qui est de dire au niveau national, aucun pays n'y arrivera. Il faut ce processus-là pour mettre en place précisément ces réformes, hein, qui vont nous amener à standardiser en fait le système, la structure des études et les modalités d'organisation des systèmes au niveau européen, et donc en jouant, hein, sur les pays qui vont plutôt aller, et dans ce processus, il y a la Russie, hein, qui est quand même le plus grand marché d'étudiants de l'ensemble de l'Europe, hein, et il y a aussi les pays style Kazakhstan qui hésitent entre le modèle de l'Union européenne, je pense à l'Arménie, ou le modèle plutôt ex-soviétique. Et donc, ce processus, c'est tout ça, hein, du géopolitique et de la réforme nationale à tout va, pour aller vers ce que moi j'appelle, ce que nous appelons, quand on critique le processus de Bologne, le marché européen de l'enseignement supérieur. Ça a supposé d'harmoniser, on ne dit pas standardiser, mais parce que la standardisation était impossible vu la grande différence de système, mais enfin quand même, il y a une harmonisation des systèmes et des réformes néolibérales très clairement, hein, vers alors ces systèmes en 3 cycles d'études, licence, master, doctorat, mais qui évoluent de plus en plus vers undergraduate, graduate, hein, à l'américaine, et un cadre de certification, parce qu'il faut intégrer évidemment tout ça au marché du travail, hein. Il s'agit de former des étudiants compétents, pas forcément qui ont une qualité de savoir, mais qui sont compétents. Ça a donné la réforme LMD en 2002, contrôlé par un système d'assurance qualité européen, hein, et là aussi toutes les agences nationales, alors qu'on appelle en général d'assurance qualité les Quality Assurance Agency, mais en France on a gardé cette idée d'évaluation parce qu'on a aussi la recherche qui est dedans, ce qui n'est pas le cas du tout dans toutes les agences d'évaluation. Donc AERS, HCRS, LRU, loi Fioraso, enfin loi d'orientation donc des étudiants de 2017, Parcoursup, tout ça c'est un peu, Bologne ne dit pas mettez de la sélection à l'entrée, mais on voit bien dès l'instant où on rentre dans la concurrence que la sélection va rentrer sans le dire, mais elle rentre quand même. Et avec là aussi où Bologne a fait très fort, hein, on peut le regretter, mais n'empêche qu'elle a fait très fort parce que c'était cette idée qu'il faut que tout le monde participe. C'est pas simplement un processus où on a la commission et les gouvernements, mais avec nous, hein, on va discuter avec les présidents, avec les étudiants qui sont regroupés dans la European Student Union, avec le personnel, et on prend donc aussi le syndicat International Education, sa branche européenne, et on discute tous ensemble et on se réunit tous les 2 ou 3 ans, et c'est comme ça qu'ils se sont réunis à Paris en 2018. Hein. On voit bien que tout ça va alors évidemment avec le renforcement de l'autonomie, du pouvoir des présidents, de l'autonomie institutionnelle, l'autonomie financière. On retrouve évidemment tout ça. La conférence européenne, l'EUA joueront aussi un rôle important. Et ça suppose aussi de dire atteignez une taille internationale et donc internationalisez-vous, répondez aux appels à projets, faites des partenariats stratégiques, augmentez les droits d'inscription. Hein, et dans tous les pays, il y a eu une augmentation des droits d'inscription forte. En France, ça va venir parce qu'en général, l'augmentation des droits d'inscription, si on regarde le cas britannique des étudiants non européens, ça mène en général à l'augmentation des droits d'inscription. Je pense bien que si Macron refait un quinquennat où ça clique de droite, eh bien, on aura une augmentation des droits d'inscription. Hein, l'idée étant, pour que ça ne fasse pas trop mal, commençons par 1 000 € et ensuite allons bien plus haut. Alors, si vous voulez un regard un peu critique de tout ce processus, eh bien, cette journée donc, pour une université européenne insoumise a été enregistrée et je vous mets donc ici et reprise sur la chaîne YouTube de l'IDST. Donc, on peut réécouter notamment la première table ronde qui montre bien toute cette critique qu'on peut faire. Alors, évidemment, Europe, États-Unis, OK, mais on est dans un contexte de mondialisation néolibérale qui s'accélère grandement dans les années 90 et 2000 et on voit émerger évidemment ce pôle Asie avec la Chine qui va d'ailleurs produire, si je reprends les termes des néolibéraux, le plus de diplômés très clairement en 2030. Hein. Et donc, on a là l'hégémonie des classements internationaux qui va dicter des très nombreuses politiques publiques dans le monde. Et alors que ça concerne à peine 3% de toutes les universités mondiales et à peine 3% des étudiants dans le monde. Mais enfin, bon, bref, on va concentrer des financements publics sur
des universités dans les tops, alors le top 500, le top 100, le top 10. La France, évidemment, rêvant d'avoir des universités dans le top 10 de ces classements. Je cite là le classement de Shanghai, le Times Higher Education, qui amène très clairement des politiques de fragmentation institutionnelle, selon les classifications donc nord-américaines, j'en ai dit 2 mots tout à l'heure, hein, avec ces universités dites de classe mondiale. Hein, nous, ça serait les 10 communes comment elle s'appelle maintenant, mais enfin, ces 10 pôles qui ont fusionné avec écoles associées ou pas. Donc, elle serait de classe mondiale. On pourrait avoir des universités de recherche de proximité, hein, et puis des universités sans recherche, licence master, et des universités qu'avec un premier cycle de bachelor. Hein. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que la réforme des DUT, elle parle d'un bachelor technologique. On se demande ce que vient faire ce terme de bachelor en France, pourquoi on ne garde pas la licence. Enfin, on sait pourquoi, mais vous voyez, tout ça, c'est quand même l'européanisation, en fait, c'est quand même l'alignement sur le modèle anglo-saxon et qui fait donc parler de capitalisme académique transnational des auteurs nord-américains ou finlandais. Donc, il y a toute une littérature aussi intéressante là pour bien comprendre que les enjeux financiers, évidemment, sont énormes. Hein. Alors, quand on voit l'endettement des étudiants nord-américains, je n'en parle même pas de la future bulle sur le marché financier que cela pourrait donner. Quelques petites cartes pour vous illustrer ce que c'est que ce Shanghai et toutes ces logiques néolibérales de classement quand on nous dit qu'il faut tous se mettre en concurrence. Hein. Alors, je ne dis pas les 95% des établissements restants et des étudiants, donc la grande masse des étudiants, ne rentrent pas du tout dans ces logiques-là. Mais enfin, vous voyez ce gros pôle nord-américain qui reste quand même très dominant, même si il y a un pôle chinois qui émerge. Hein, et alors, vous voyez des déserts en Afrique, en Amérique latine un peu moins, parce que c'est vrai qu'il y a le Brésil, ou le Mexique, l'Argentine, voire le Chili, qui ont quand même des universités fortes. Mais enfin, on voit bien, bon, l'Europe 91, hein, là, elle arrive derrière les États-Unis. Mais quand même forte aussi, donc on revoit bien encore cette domination importante. Ce tableau-là aussi nous montre avec le classement de Shanghai les évolutions de 2005 à 2018 qui inquiètent beaucoup les États-Unis, hein, qui ont perdu des places. Les Chinois, en revanche, vous voyez, ils sont là, ils talonnent de loin, ils sont encore loin des États-Unis, mais enfin, ils passent de 18 à 51 universités dans le top 500. Et puis le Japon, par exemple, j'ai pris le Japon qui baisse particulièrement, hein, ça n'est pas neutre, même si lui, il a privatisé en grande partie ses universités, bon, on voit que là, peut-être qu'elles ne sont pas assez internationalisées, certains analysent ça comme ça, et dans ce tableau des 15 tops, hein, évidemment, vous ne voyez pas une seule africaine, pas une seule d'Amérique latine, et pas encore beaucoup, enfin l'Asie quand même, mais globalement, hein, c'est quand même la domination anglo-saxonne qui demeure avec cet hégémonisme culturel très très fort, hein, également en matière scientifique et de recherche. Et ce tableau-là, qui montre l'évolution des publications scientifiques de 1996 à 2018, est très très clair. Alors, on ne voit pas très bien, mais juste je vais vous dire qu'on considère, selon les couleurs, les pays qui ont moins de 1000 publications jusqu'à, en noir, 500 000. Et le noir arrive sur les cartes en 2000. Les États-Unis ont plus de 500 000 publications à partir de 2010. Et vous voyez, ils sont talonnés là par la Chine à partir de 2018, elle aussi, maintenant, la Chine prend une part de plus en plus croissante dans les publications scientifiques. Encore une fois, les États-Unis et l'Europe arrivant quand même loin devant. On a l'Australie, hein, l'Asie-Pacifique, évidemment, monte. Reste toujours quand même très, très faiblement dans ces classements-là, l'Afrique, l'Amérique latine un petit peu moins. Mais donc, on voit bien hein, comment se font les polarisations. Alors, dans ce contexte, effectivement, extrêmement inégalitaire, avec un hégémonisme européen, nord-américain et chinois qui monte, je dirais d'ailleurs aussi qu'il y a un autre pays qui monte beaucoup, c'est l'Arabie Saoudite, qui a une politique de bourse, notamment sur les doctorants, extrêmement forte, comme les Chinois d'ailleurs, hein, parce que la compétition, en fait, il faut bien le voir, elle se fait avant tout sur le niveau master-doctorat, et particulièrement le doctorat, et en France aussi, puisque je crois que plus de 40% de nos doctorants ne viennent pas de France. Donc, on voit là et les doctorants, c'est eux qui font aussi tourner grandement les laboratoires hein, de recherche. Et on voit comment, là aussi, on se demande pourquoi il y a de moins en moins de postes et de moins en moins de financement. Mais évidemment, dans cette logique de compétition, on comprend beaucoup mieux pourquoi. Alors, des résistances fortes, oui, il y en a partout, dans tous les pays, il y en a eu depuis une vingtaine d'années. L'International des savoirs pour tous, donc ce blog dont je vous parlais, tient une météo des luttes. Hein, et on voit, c'est assez intéressant de regarder depuis 20 ans, évidemment, les revendications sont toutes communes. Évidemment, en bloc contre la marchandisation, contre cette
cette idée que l'éducation donc l'éducation n'est pas une marchandise, revendiquer que c'est un bien public commun, contre la hausse des droits d'inscription, l'endettement, les coupes budgétaires, contre la baisse aussi des pensions, des retraites, notamment en Grande-Bretagne, il y a des mouvements assez forts, avec un deuxième bloc de revendications sur, alors là, ce premier bloc, je l'illustre par quelques photos, donc cette campagne intéressante, No Fees, No Cut, en Royaume-Uni, en 2012, qui se reporte en 2019 au niveau des universités. Bon, il y a toujours ce mouvement fort, ça n'a pas servi à grand-chose, on pourrait dire, puisque en Grande-Bretagne, il y a un système d'endettement maintenant et les droits d'inscription sont au minimum de 9 000 livres par an dans les universités britanniques. Donc, voilà ce qui nous attend. Hein. Au Québec, en 2012, ça avait réussi à faire arrêter cette idée du carré rouge que nos facs et labos en lutte ont repris. Ça a réussi à faire arrêter la réforme, même, je crois, à faire basculer le gouvernement. Mais, ceci dit, quelques années plus tard, ils sont revenus en force et là aussi, les droits d'inscription ont augmenté. On retrouve ces mêmes mouvements en 2018, 2020 en Amérique latine, Chili, Colombie, où la privatisation et l'enseignement supérieur privé est extrêmement dominant. Hein. C'est le cas du Chili, on l'a vu, comment ça a été le laboratoire de Pinochet, et l'université a été très privatisée, donc est devenue très chère et a donné tous ces mouvements sociaux, où se mêlent finalement les questions d'éducation aux questions aussi de défense, de liberté, alors liberté académique, c'est vrai, mais aussi liberté d'expression, démocratie. Là, juste la Hongrie, la Hongrie de Orban, évidemment, porte atteinte aux libertés académiques et privatise aussi, d'une certaine manière, les universités, en passant par le système des fondations. Hein. La fondation, c'est vraiment très clairement une voie vers la privatisation. On a des conseils d'administration restreints qui élisent les présidents ou les responsables d'établissements. Et on retrouve ça aussi dans cette photo-là qui a été prise sur la place de la Sorbonne en 2020, donc en pleine crise sanitaire, où on est quand même sorti où on luttait contre la loi pour la recherche et pour la liberté d'expression en même temps. Pareil à Hong Kong, en Algérie. Et puis, derrière aussi, ces nouvelles revendications extrêmement fortes de la jeunesse pour le climat. Là, j'ai pris l'exemple de l'Indonésie, de l'Afrique du Sud ou de Berlin, mais où on voit aussi que la jeunesse sort dans la rue pour des causes qui lui semblent extrêmement importante, et aussi en disant mais c'est pas possible qu'on continue à former des ingénieurs pour un capitalisme productiviste, même s'ils le disent pas comme ça, toujours, mais c'est quand même ça aussi qu'il y a derrière. Hein. Donc c'est assez intéressant de voir que ces luttes sont importantes. Alors elles sont grandement fragmentées, même si celles pour le climat sont quand même beaucoup plus internationalisées, ce qui m'amène à donner quelques pistes sur les solidarités internationales qui quand même existent, en tout cas doivent se développer. Alors le syndicalisme international est peu structuré. Je cite ici cette Fédération mondiale des travailleurs scientifiques qui est intéressante, qui est structurée, qui agit au niveau mondial avec des représentants de chaque continent, et notamment qui a un projet, qui proposerait de faire un énorme programme de recherche, non pas à l'européenne pour la compétitivité de l'industrie, mais vraiment pour les questions de biodiversité et de changement climatique, qui pourrait être piloté par l'ONU, et ce sera un programme de nombreux milliards, et qui ne serait pas forcément par appel à projet concurrentiel, mais qui au contraire nous mettrait tous, nous chercheurs, sciences humaines, sciences sociales, sciences de la nature et autres, à travailler ensemble sur comment faire pour sauver notre planète. Et là on voit bien qu'on pourrait avoir un syndicalisme international fortement structuré dans cette défense-là, avec des mouvements mondialisés qui travailleraient aussi ensemble, politique et mouvement associatif. Je cite ici Youth for Climate qui est assez intéressant. En mouvement associatif, je cite le Forum social mondial et qui a une branche Sciences et démocratie à partir de 2007. Et là, en 2021, on a organisé quand même un forum social Sciences et démocratie virtuel en 2021, et l'IDST a été présente et traverse des idées importantes de mettre en place cette idée d'université universaliste par rapport à une pluriversité du commun. On parle beaucoup aussi de décolonisation des savoirs, puisque vous avez vu, la prééminence, c'est toujours cette hégémonie, quand même, ce néocolonialisme, on peut le dire, ça c'est le bras dans son livre sur l'immigration qui en parle aussi, européen et nord-américain. Aussi un mouvement qui s'élève contre cette université des plateformes qu'on a vu naître vraiment complètement soutenue, financée par les GAFAM, effectivement, évidemment, et il y a de quoi vraiment se rebeller sur l'enseignement à distance. Donc là aussi, il y a des mouvements, notamment en Italie. Les collègues italiens se sont beaucoup mobilisés, et avec donc des réseaux, des alternatives multiples. Je vous ai cité l'IDST, Intercol.net est assez intéressant, ça a été aussi monté dans le cadre de l'altermondialisme, et avec l'idée, c'est de
traduire des publications sur les alternatives en différentes langues. En Italie, il y a eu aussi ce mouvement, je parlais contre les plateformes, mais avant c'était désintoxiquons-nous du néolibéralisme, comment on pourrait faire pour enseigner autrement et pour sortir de toute cette pensée néolibérale. Et en Amérique latine, des expériences intéressantes de l'Université de Buen Vivir, appuyées aussi sur des expériences de l'Université de la Tierra Zapatista, sur la Pluriversidad del Común. Donc en fait, pour conclure, c'est vrai que je pense qu'il est important aussi que dans ce livret ESR et au niveau de la France insoumise, on réfléchisse à des coopérations internationales pluralistes, prudentes, parce qu'il ne s'agit pas de s'accélérer dans une mondialisation sans fin et de partir en avion partout dans le monde, on le sait, et solidaires bien sûr avant tout. Je vous remercie. J'ai mis également quelques références bibliographiques ici qui illustrent mes propos et où on retrouvera aussi à l'intérieur de chacun des articles d'autres références. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue sur cette première formation sur l'enseignement supérieur et la recherche, qui s'intitule « La science malade du néolibéralisme ». Alors, je me présente tout d'abord, donc Hendrik Davy. Je suis directeur de recherche à l'Institut national de recherche agronomique et en l'environnement. Et je suis co-animateur du groupe thématique enseignement supérieur et recherche de la France insoumise. Par ailleurs, j'ai co-rédigé le livret Le savoir en partage donc en 2017. Alors, quel va être le plan de cette présentation? D'abord, je vais faire une courte introduction. Ensuite, je vais vous parler des politiques d'austérité, expliquer pourquoi la science est devenue réellement une marchandise et que c'est ça l'objectif de la dérive néolibérale. Comment ça conduit à l'injonction à l'innovation pour l'ensemble des salariés et que tout ça mène à une bureaucratie galopante et à la compétition entre tous les agents, et ce qui est l'idéologie même du public management. Alors, ça a énormément de conséquences, et le cinquième point sur lequel que je développerai, en termes de précarité des moyens et de souffrance au travail, et puis ça met en danger réellement la science, et je conclurai sur les résistances et les perspectives que nous souhaitons donner. Alors, en guise d'introduction, je vais juste rappeler comment on conçoit l'agenda néolibéral dans l'enseignement supérieur et la recherche. Alors, l'agenda néolibéral qui a été pensé dans les années 70, mis en œuvre par Pinochet, Thatcher et Reagan, a comme grande caractéristique de vouloir préempter les communs par le capital. Et dans l'enseignement supérieur et la recherche, ça a deux conséquences. La première, c'est de faire de la production du savoir et de sa transmission des services marchands presque comme les autres, pour pouvoir faire du profit sur ces services-là aussi. Et puis, le deuxième grand objectif, c'est de mettre la production du savoir scientifique au service du capitalisme et de l'augmentation du profit, et donc de mettre ce savoir scientifique au service de la compétitivité des entreprises européennes. C'est dit comme ça dans les documents européens. Évidemment, ce faisant, ces deux grands objectifs ont aussi une conséquence annexe, c'est transformer idéologiquement la société en faisant des acteurs de la production de savoir, et ce n'est pas anodin, les acteurs de la production de savoir, les chercheurs et les enseignants-chercheurs. C'est un rôle, et Gramsci l'avait bien montré, les intellectuels ont un rôle assez important dans la production de l'idéologie. Et donc, que ces intellectuels-là soient pris dans une nouvelle idéologie de micro-entrepreneurs de leur propre renommée et de la production de savoir comme une marchandise, vécue comme une marchandise, ça a un certain nombre de conséquences, y compris sur la bataille idéologique. Et tout ceci se mène dans un contexte de politique d'austérité. Alors, je vais maintenant détailler les politiques d'austérité. Alors, l'idée des politiques d'austérité, pourquoi on ne donne pas assez d'argent à l'enseignement supérieur et à la recherche, alors qu'en guise d'introduction, on peut quand même rappeler que la crise climatique, les grands enjeux par rapport à l'inégalité, à l'alimentation, mais aussi par rapport aux enjeux sociaux. On a vraiment besoin de sciences humaines, de sciences de psychologie, beaucoup de sciences pour faire face aux défis de demain. Et pourtant, on a une politique d'austérité sur ces domaines. Donc, ça paraît complètement paradoxal. On devrait investir massivement dans ces domaines. Alors, ces politiques d'austérité ont un objectif qui est plus clair et plus perceptible finalement dans l'hôpital public et dans l'école. L'idée, c'est quand on finalement ne donne pas assez d'argent à l'hôpital public, les gens se détournent de l'hôpital public et prennent comme réflexe d'aller vers les cliniques privées. Et pareil, moi je vois bien, parce que je vis à Marseille, finalement le délitement des écoles publiques à Marseille ont comme conséquence que les gens vont vers les écoles privées. Pour l'université, c'est la même chose. Petit à petit, le fait que les universités dysfonctionnent faute de moyens
les parents préfèrent les envoyer dans les grandes écoles d'ingénieurs et certaines écoles de commerce privées, très, très, très chères. Et ça fait le lit à l'arrivée, probablement dans les années à venir, il y en a certaines qui existent déjà, d'universités privées, de diplômes qui sont non statutaires, qui coûtent très cher. Donc, c'est ça l'objectif des politiques d'austérité. Alors, elles se traduisent par quoi? D'abord, un gel des salaires. Comme tous les fonctionnaires, on subit un gel des salaires qui est très, très fort. Je vous ai représenté ici à gauche l'évolution du point d'indice et on voit bien, là, c'est le carré que j'ai représenté depuis les années 2009, en gros, hein, suite à la crise de 2007-2008. On a un gel du point d'indice qui a été très, très fort. Et comme l'inflation augmente, on a une chute drastique de nos salaires et donc du point d'indice corrigé de l'inflation, qui est la figure de droite. Ça a des conséquences très concrètes. Les salaires de tous les fonctionnaires de l'enseignement supérieur et de la recherche sont 16% moins élevés qu'en 1993 et 20% de moins en réalité qu'en 2000. Ça, c'est les estimations des syndicats. Ça, souvent, on dit 16%, on ne voit pas vraiment en fait, à quoi ça correspond. Pour un technicien de recherche, il commence aujourd'hui à 1429 € net et il toucherait 1700 € si le salaire avait suivi l'inflation. Et pour un directeur de recherche en moyenne, en milieu de carrière, le manque à gagner est de 600 €. Et ça a comme conséquence très concrète qu'on a un décrochage des salaires de l'enseignement supérieur et de la recherche en France par rapport aux autres pays de l'OCDE et on a des chercheurs qui sont payés à 63% du salaire moyen de ces autres pays. Autre traduction des politiques d'austérité, c'est un investissement en recherche et développement en France qui est largement insuffisant. Il est de 2,19% du produit intérieur brut, alors que la stratégie Europe 2020 chez l'européenne disait 3%, et que la stratégie nationale de recherche écrite juste avant l'élection de Macron disait aussi 3%. Donc on en est loin. Et pire, ça se dégrade en réalité. Donc là, je vous ai représenté les dépenses en recherche et développement de 1980 à 2019. En rouge, vous avez la France. En vert, vous avez les pays qui dépensent le plus, qui dépensent en moyenne plus de 2%. Et en bleu, la moyenne des pays de l'OCDE. Et on voit que la France décroche à partir des années 90, elle décroche des pays qui dépensent le plus, notamment avec une augmentation très forte des dépenses en R&D au Japon, en Chine, aux USA notamment, et un décrochage et en Allemagne, et un décrochage très fort en France. Et maintenant, la France se situe presque à la moyenne de l'OCDE, donc on n'est plus un pays finalement de recherche et d'enseignement supérieur. C'est plus une spécificité, alors que ça l'était quand même dans les années 90. Autre conséquence, c'est que si on gèle les salaires d'un côté, on investit moins. Si on investit moins, il y a moins d'emplois statutaires et moins de fonctionnaires qui sont dédiés donc à ce travail d'enseignement supérieur de recherche. Ça a une première conséquence, c'est directement sur les recherches, par exemple, agronomiques. Moi, j'ai repris les chiffres de là où je travaille. Donc, depuis 1999 à aujourd'hui, on voit une chute des équivalents temps plein de près de 1000 personnes en moins. Donc, c'est énorme. 1000 sur 8000, vous imaginez. C'est un plan social qui ne dit pas son nom. Et ça, puisqu'on a à peu près la même chose dans les universités, ça entraîne une baisse du taux d'encadrement des étudiants qui a été bien documenté. Donc ça, c'est le budget par étudiant en France entre 2008 et 2021. On voit en fait que c'était relativement stable sous la présidence Sarkozy. Ça a chuté très fortement sous la présidence Hollande et ça continue de chuter sous la présidence Macron. Donc, on a moins d'argent. Mais si, avec ça. Mais il n'y a pas que ça. C'est que petit à petit, on essaie de transformer toutes les activités de recherche et d'enseignement supérieur en des activités qui sont monnayables et donc marchandables. Et donc, c'est la science comme marchandise. La première chose souvent à laquelle on ne pense pas, c'est l'externalisation des services. On a externalisé les restaurations, le ménage, beaucoup de techniques a été externalisé. Alors, ça a des conséquences en termes d'hygiène et sécurité relativement forts pour notamment les ménages, puisque maintenant, c'est des boîtes privées qui font ça à bas coût et les personnels n'ont pas les moyens, les protections nécessaires et le savoir-faire nécessaire. Et ça peut poser des gros soucis parce qu'on a beaucoup de produits dangereux, on a beaucoup de choses et on s'est aperçu par le travail des CHSCT qu'il y avait des soucis. Et puis aussi, l'externalisation des services comme les services techniques fait qu'on n'est plus autonome. Et donc, quand il y a une crise Covid qui arrive, on ne peut plus faire de tests, on ne peut plus faire rien, on ne sait plus rien faire en réalité, parce qu'on a externalisé beaucoup de choses.
Aujourd'hui, moi, j'ai des difficultés pour avoir un appareil photo pour faire mes mesures parce que tout est en rupture de stock alors que la crise du Covid est quasi passée. L'édition scientifique a été aussi un des éléments qui a été marchandisé très, très fortement et le savoir est devenu payant et surtout source de profit. Bon, payant, il a toujours été depuis pas mal d'années. Il faut connaître un peu l'histoire de l'édition scientifique. Donc, l'édition scientifique, c'est ce qui édite donc les publications. Et ces publications ont été éditées avant par des sociétés savantes. Donc, les chercheurs étaient organisés en sociétés savantes, puis ça coûtait un certain argent d'éditer les revues, puisqu'il y avait du papier et tout ça. Donc, on payait pour ensuite acheter les revues, pour faire vivre les revues. Et ces sociétés savantes ont vendu les revues petit à petit, massivement, alors, sauf les Américaines, non pas toutes les Américaines, qui ont été plus prudents que nous là-dessus. On a vendu ça à des grands groupes d'édition, Elsevier, Blackwell, donc qui sont des grands groupes qui finalement ne font plus rien, parce qu'ils ne font pas grand-chose à part de la pub, parce que finalement on fait tout, hein. C'est nous qui produisons l'article, c'est nous qui l'éditons, c'est nous qui le revisons, en fait, qui le relisons, et ben on paye ensuite les articles qu'on produit nous-mêmes. C'est du délire, et ça fait beaucoup d'argent parce que forcément ils ne font rien, forcément ils font un taux de profit dingue, et un taux de profit de 30%. Donc ça a été, voilà, c'est quelque chose sur lesquels les chercheurs commencent à reprendre la main en produisant de nouvelles revues, etc. Il y a une bataille en cours là-dessus, mais c'est quand même quelque chose de très important. Le savoir a été totalement privatisé. Ensuite, il y a une politique du brevet qui a été poussée, surtout dans les années 80, moins maintenant, c'est moins fort maintenant. Et puis, la conséquence concrète, et pour les gens, c'est la conséquence papale, c'est que les universités peuvent devenir des entreprises très, très chères. Typiquement, aux USA, c'est 40 000 $ en moyenne par an pour étudier dans une université américaine. En Angleterre, c'est entre 8 000 et 30 000 euros. Aux Pays-Bas, c'est entre 2 000 et 7 000 euros. Et du coup, il y a une compétition entre les universités, puis il y a une compétition entre les étudiants pour avoir les meilleures universités. En France, ce n'est pas encore arrivé. Ça arrive sur les diplômes, sur certains types de diplômes qui ne sont pas trop reconnus. Puis ça arrive par les écoles de commerce, ça arrive par les grandes écoles qui ont vu leur frais d'inscription exploser. Donc, ça commence à arriver, mais l'idée, c'est d'aller pas mal de voix qui se font entendre. Il faudrait libéraliser complètement les frais d'inscription, mais du coup, ça serait une barrière évidente à l'égalité et à l'accès au savoir. Ça a une conséquence aussi sur laquelle il faut insister, c'est que ces augmentations de frais d'inscription nécessitent que les étudiants prennent sans dette, en fait, toute leur vie. Et ça, il y a une bulle maintenant financière autour de la dette qui commence à émerger. Autre aspect sur lequel je vais aller peut-être un peu plus vite, c'est l'injonction à l'innovation. C'est qu'on doit produire de la connaissance qui doit être directement mise au service des entreprises. Alors ça, cette injonction à l'innovation a été mise dans le Code de la recherche dans les récentes lois, et ça pousse à une distinction entre deux types d'universités, des universités d'excellence qui sont dans le classement de Shanghai pour produire plein d'articles, et des universités de bassin qui sont plus reliées et plus au service du bassin d'entreprise de la région ou du département. Voilà. Et ça a une menace sur les activités scientifiques qui sont pas d'application directe, puisqu'elles ne sont pas valorisées dans les appels d'offres, sur lesquels je reviendrai après. Et c'est une vision surtout très fausse du processus d'innovation. L'innovation, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Ça ne se fait pas en claquement de doigts. Et puis, comme le dit le proverbe, ce n'est pas en améliorant la bougie qu'on a inventé l'ampoule électrique. Il est peu probable que ceux qui ont pensé l'axiomatique de la logique au début du XXe siècle avaient en tête que ça allait produire nos iPhones. Voilà. Donc, en fait, on ne sait pas exactement quelle connaissance fondamentale va ensuite servir quelle innovation. Et souvent, les voies de l'innovation sont assez impénétrables. Alors, tout ça s'est traduit par une façon de gérer les agents qui était parfaitement nocive. C'est ce qu'on appelle le New Public Management. Alors, ça a induit des changements drastiques dans l'organisation des salariés. On peut dater ça en France dans les années 2000 et qui a des conséquences assez concrètes sur l'idéologie des mêmes agents, ce que j'ai dit en introduction. Alors, l'idée du New Public Management, qui a été mise en place dans les grands groupes informatiques américains des années 70, c'est que la taylorisation des procédés limite leur investissement. En gros, ce n'est pas très intéressant de travailler à la chaîne. Puis, ce n'est pas très intéressant, selon ces gens-là, d'être un fonctionnaire avec payé à vie, et puis avec rigueur, faisant son travail tranquillement et avec rigueur, sans pression.
Pour eux, il faut augmenter la productivité et favoriser leur motivation et leur désir de réussir. Et ce qui a été inventé dans le New Public Management, donc ça a été à la fois dans les entreprises publiques, mais c'est aussi passé dans le privé, avant dans le privé d'ailleurs, c'était le fait de… En fait, on a affaire à quelque chose, voilà, on fait des recherches sur un domaine, et ben l'idée, c'est de saucissonner l'ensemble des tâches à faire en une myriade de petites tâches individuelles et de faire croire que la réalisation des tâches dépend des agents. Et donc, on met un petit responsable à chaque tâche et on valorise la réussite des tâches. Et comme ça, on se dit, bah, chaque agent, du technicien au chercheur, va être très content parce qu'il a réussi sa petite tâche. Et voilà. Et ça, donc, on a généralisé ça dans l'enseignement supérieur et la recherche avec des financements sur appel à projet. Et dans chaque projet, on a des délivrables. On doit délivrer telle chose. Et on doit délivrer ce résultat au bout de 12 mois, celui-là au bout de 14 mois, celui-là au bout de 16 mois. Bon, ce qui est en fait délire dans l'enseignement supérieur et la recherche, parce qu'en fait, on ne sait pas exactement les résultats qu'on va obtenir. C'est pour ça qu'on fait la recherche. Donc, l'application à la recherche de ça, c'est complètement… ça met une société complètement délirante et ultra bureaucratique. Et les chercheurs sont donc devenus des petits managers comme les autres. En gros, un bon chercheur aujourd'hui, bon, pas bon pour nous, mais bon pour ce supérieur, c'est quelqu'un qui est capable d'aller chercher de l'argent sur des appels à projets, qui est capable d'employer plein de précaires, de leur faire cracher plein de publications. Et voilà, c'est essentiellement ça. Et c'est comme ça qu'on peut être valorisé dans le système actuel. Et ça induit une explosion de la précarité. Alors, la conséquence directe de tout ça, c'est la précarité des agents. On a près de 30% des précaires dans les instituts de recherche, hein, les EPST, c'est le CNRS, l'INRAE, l'INSERM. 35% de précaires dans les universités, et ça, c'est sans compter les 130 000 vacataires qui travaillent moins d'un quart temps. Et cette précarité des agents, elle a comme miroir la précarité des financements. Le taux de réussite à l'ANR est de 10%, donc l'Agence nationale de la recherche. Donc, il y a 90% des projets qui sont déposés qui ne sont pas retenus. Donc, imaginez la déperdition d'argent que c'est, parce que tous ces projets, il a fallu des gens pour les écrire, des gens pour les revuver, des gens… Voilà, c'est une déperdition d'argent énorme. On a calculé que pour 100 € dépensés, il y en a 50 qui sont perdus donc, dans toutes ces transactions bureaucratiques. Donc, en plus, d'un point de vue efficacité financière, c'est délirant cette affaire. Et puis, ça monte une montagne de bureaucratie derrière qui n'a aucun sens. Et donc, on a des pertes de sens des agents, des compétitions entre tous les acteurs. Tout le monde est en compétition dans les unités, tout le monde se regarde en chaîne de faïence. Ça aboutit évidemment à des burn-out et des démissions. Et puis, ça a comme conséquence l'explosion du nombre de publications, puisqu'il faut publier plus. Et puis, on a même de la fraude scientifique. Alors, j'aime bien cette petite figure qui représente l'évolution du monde académique. Dans les années 2000, en gros, c'était bon, allez, il faudra peut-être publier un peu plus. Après, c'était si tu ne publies pas, tu péris, tu disparais et tu n'as plus d'emploi. Puis après, c'est si tu ne publies pas dans Nature, Science, dans les grands journaux, et ben, tu péris. Et puis maintenant, si tu ne publies pas tous les ans dans ces grands journaux, peut-être tu vas, enfin, si tu publies fréquemment dans ces journaux, peut-être que tu ne périras pas. On en est là réellement pour les postdocs qui essaient d'avoir un poste aujourd'hui. Alors, la science est évidemment mise en danger par tout ça, par la dilution d'informations scientifiques, par la communication scientifique qui est devenue délirante, parce que, évidemment, pour publier dans les grandes revues, eh ben, il faut survendre ses résultats. Ça a comme corollaire aussi qu'on n'a plus d'expertise collective, chacun y va de son interprétation dans les médias. Du coup, seule une expertise collective, à un moment donné, peut être et consensuelle, comme ce que fait le GIEC, par exemple, peut être relativement mesuré, modéré et apporter un consensus d'une communauté à un moment donné. Mais si c'est chacun qui va, on l'a vu pour le Covid, dans les médias, on a une perte de confiance des citoyens et c'est accentué par l'absence d'indépendance des chercheurs vis-à-vis des puissances d'argent, notamment dans le monde médical, puisque à chaque fois, on a toujours le doute de est-ce que ces résultats ont été biaisés parce qu'ils étaient financés par Monsanto, ils étaient financés par Bayer, ils étaient financés par… Donc, on a vraiment une perte de confiance qui est généralisée. Alors, cette grande dynamique qui a conduit finalement à la destruction et au démantèlement du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est vraiment ça, un processus diffus de démantèlement d'un service public, comme l'a vécu donc, France Télécom ou d'autres services publics. Ça ne s'est pas fait et ça ne se fait pas sans résistance. Il y a eu des résistances de 2005, j'ai mis certaines d'entre elles, il y en avait bien d'autres,
Et ça a créé une nouvelle génération de précaires et de chercheurs qui se met en mouvement. Et dans ces mouvements a vu naître d'autres exigences et une alternative, et une vision alternative de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui est la base un peu sur lequel moi je vais conclure, la base un peu du programme de la France Insoumise, à la fois celui de 2017 et celui qu'on est en train de travailler pour 2022. C'est refonder vraiment un service public et redonner vie à un service public ambitieux, ouvert sur la société de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, quelques mesures, 6 mesures qui permettraient de se remettre vraiment les choses à plat et de remettre l'ensemble de la communauté en travail dans la même direction. La première mesure, ce n'est pas une mesure, hein, c'est en gros de faire valoir d'abord la coopération plutôt que la compétition. S'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est celle-là, c'est coopération plutôt que compétition. Et ça peut se décliner en 6 mesures, par exemple, il y en a bien d'autres dans le livret, la gratuité dans l'enseignement supérieur et la recherche, la fin de la précarité avec la titularisation de tous les personnels précaires actuellement qui effectuent des financements des missions pérennes, le renforcement des grands instituts de recherche et la suppression de l'ANR. On redonne de l'argent récurrent à l'ensemble des laboratoires, directement aux agents pour qu'ils puissent avoir les moyens de travailler plutôt que d'avoir des financements précaires et sur appel à projet. Et puis, on augmente drastiquement le budget des universités des EPST pour tendre sur le budget non privé de la recherche à 1,5%. Aujourd'hui, on est à 0,9% du produit intérieur brut sur la partie publique. Et ben, il faut tendre vers 1,5%. Alors, on mettra le temps, il faudra voir comment on fait, mais il faut tendre à ça. Permettre aux citoyens aux universités d'accéder gratuitement aux articles des chercheurs, par exemple, avec un service public de la divulgation scientifique. Et puis, et mes collègues reviendront peut-être aussi, c'est développer des universités plus ouvertes sur la société et refonder démocratiquement l'université. C'est vraiment les 2 autres pistes importantes. Les universités il faut à la fois qu'elles restent un lieu particulier de production de la connaissance, mais elles doivent aussi avoir des services dédiés à la vulgarisation. Alors, on parle d'université populaire, on parle de sciences participatives. Voilà, il y a des mécaniques à trouver pour que les citoyens puissent se réapproprier les universités comme un vrai service public ouvert à toutes et à tous. Merci, et j'espère que cette présentation vous a donné envie d'aller un petit peu plus loin. Voilà, donc vous pouvez retrouver l'ensemble des programmes, etc., sur l'avenir en commun. Le livret est encore téléchargeable sur l'avenir en commun. Vous pouvez rejoindre le groupe thématique auprès de la plateforme Action Populaire, et cette présentation et le texte qui va avec sera sur mon propre site. Alors, vous tapez mon nom, vous trouverez. Sinon, c'est Dialectical Ecologist. Voilà. Merci à toutes et à tous.